Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir. Euh, Merci d'être avec nous cet après-midi. Je suis Jasmine Vendredi, la vice-présidente de l'Association des journalistes haïtiens de l'étranger. Aujourd'hui, c'est un réel plaisir pour moi d'introduire le président de la JHE, Luxon Bonhomme, qui va présenter pour nous cette conférence dans le cadre de nos week-ends de la JHE. En guise de présentation, je vais faire un peu vite pour vous dire que Luxon Bonhomme est titulaire d'une licence en relations internationales et d'un master en français de l'Université de Floride du Sud, ainsi que d'un doctorat en littérature et cinéma francophone de l'Université de Louisiane à Lafayette, un doctorat qu'il a bien sûr obtenu en 2020. Il a récemment rejoint le département d'études françaises et francophones du Bates College en qualité de professeur assistant invité. Alors, je dis compliment à notre président. Ses recherches portent sur l'Afrique subsaharienne francophone, les Caraïbes et la France, avec un intérêt particulier pour le rôle et l'héritage de la bourgeoisie postcoloniale des années 1960 à nos jours, travaillant à l'intersection de la théorie postcoloniale, de la sociologie et des études culturelles. Il accorde une attention critique soutenue à l'esthétique du dégoût, à la théorie de l'affect et à la nécropolitique et à la disqualification sociale, un ensemble de préoccupations nourries par une fréquentation approfondie de Fanon, Glissant, Mbé, Beaumont, Bourdieu et Nixon. Il a publié dans il a publié dans Nouvelles études francophones et mené des recherches ethnographiques à Jacmel en Haïti en 2018 avec le soutien de l'Université de Louisiane à Lafayette. Alors, on a le privilège d'avoir le docteur Bonhomme cet après-midi pour discuter de la vocation de l'élite euh, du professeur Price-Moss. Euh, Bien sûr, docteur Bonhomme va non seulement regarder la société haïtienne, l'élite haïtienne, à travers la vocation de l'élite, mais aussi nous donner des pistes de réflexion sur la situation actuelle d'Haïti. Alors, docteur Bonhomme, merci d'avoir accepté d'être notre conférencier de cet après-midi. Bienvenue. Euh, Vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Je me réjouis de votre présence. Je remercie Jasmine Vendredi, vice-présidente de l'Association des journalistes haïtiens de l'étranger, pour cette généreuse introduction. Remerciements spéciaux aussi au secrétaire général, l'infatigable Gary Bélizaire, Francine Méhus pour la qualité de son spot publicitaire lors de la promotion, et enfin à tous les membres du comité exécutif de la GHE. Remerciements aussi, salutations spéciales au professeur Trésil, euh, bonjour Mimoin. Je me permets d'intervenir en français plutôt qu'en créole haïtien parce que je souhaite que mes amis et collègues francophones puissent également bénéficier de ma réflexion sur les élites haïtiennes. Pour les questions, sentez-vous à l'aise d'utiliser le créole si vous le souhaitez. Aujourd'hui, nous allons parcourir ensemble un long chemin de 1919 à 2026 pour répondre à une question simple, mais vertigineuse. Pourquoi l'élite haïtienne, malgré plus d'un siècle d'avertissement, continue-t-elle de trahir son peuple? Quelques considérations générales avant d'entrer dans le vif du sujet. Haïti à l'heure du néocolonialisme. D'entrée de jeu, il faut reconnaître l'ampleur de la dégradation de la souveraineté d'Haïti. Le sacrifice de nos ancêtres, ces hommes et ces femmes qui ont gagné notre indépendance le 1er janvier 1804, est aujourd'hui souillé par la présence des forces étrangères qui ont pour mission de recoloniser le pays par la force, la ruse et la vassalisation de nos élites corrompues et apatrides.
Mais qui tire les ficelles? Pensons par exemple à Eric Prince, fondateur de la firme de mercenaires Blackwater, baptisée Académie, qui opère ouvertement en Haïti. Pensons aux gangs armés qui brûlent les maisons des pauvres, détruisent bibliothèques, universités, hôpitaux et tirent sur les avions en toute impunité à l'aéroport Toussaint-Louverture depuis 2022. Quel est le but de cette nécropolitique? Pour reprendre le concept du philosophe camerounais Achille Mbembe, qui force des populations entières à abandonner leur quartier pour devenir des déracinés. Une réalité que le romancier haïtien Pierre Clitandre avait déjà mise en récit dès 1982, dans son roman Cathédrale du mois d'août, où les sans-abri de Port-au-Prince trouvent refuge dans les ruines d'une cathédrale, avec une lucidité troublante sur ce que nous vivons aujourd'hui. La bouteille de Coca-Cola ou l'objet de discorde. Vous vous souvenez peut-être du film sud-africain Les dieux sont tombés sur la tête, The Gods Must Be Crazy, sorti en 1980. Dans ce film, une tribu Bushman du Kalahari voit sa vie basculer lorsqu'un pilote d'avion jette négligemment une bouteille de Coca-Cola par la fenêtre. L'objet tombe du ciel, considéré comme un cadeau des dieux, et sème jalousie, discorde et violence au sein d'une communauté jusqu'alors paisible. Un membre de la tribu, nommé Zi, est désigné pour aller jeter cet objet maléfique au bout du monde. Aujourd'hui, comme Zi, les Haïtiens ont pour mission de nous débarrasser de notre objet de discorde. Cet objet, c'est la dépendance à l'aide internationale. Une aide qui a réussi à enfermer Haïti dans un cycle infernal de la dette, depuis la fameuse dette de l'indépendance imposée par la France en 1825, soit 150 millions de francs or, et dont les effets se font encore sentir aujourd'hui. Il faut, pour reprendre Frantz Fanon dans Les damnés de la Terre, sorti en 1961, faire éclater la matrice du pouvoir colonial. Et je reviendrai sur ce thème de matrice du pouvoir colonial. Maintenant, entrons dans la vocation de l'élite. Nous allons aborder brièvement ce que Jean Price-Mas voulait dire, à mon avis, ce que je pense qu'il voulait dire. Jean Price-Mas, c'est la vocation manquée de l'élite. Les désillusions des intellectuels haïtiens face à la bourgeoisie ne datent pas d'hier. Jean Price-Mas, né en 1876, à Grande-Rivière du Nord, mort en 1969 à Port-au-Prince, tirait déjà la sonnette d'alarme dans la première moitié du XXe siècle. Médecin, diplomate, ethnologue, auteur du célèbre Ainsi par la langue, 1928, texte fondateur de la pensée indigéniste haïtienne, il publie La vocation de l'élite en 1919, en pleine occupation américaine d'Haïti, occupation qui allait durer de 1915 à 1934. Ce contexte est fondamental. Il écrivait sous occupation étrangère et son interpellation des élites prenait une dimension doublement urgente: justice sociale et survie nationale. Le débâcle de l'anarchie politique a précédé et s'est jointe à la débâcle de l'anarchie morale. Price-Mas, Vocation d'élite, page 111. Plus d'un siècle plus tard, cette phrase sonne comme si elle avait été écrite hier. Le parasitisme de l'élite. C'est un terme extrêmement important pour Jean Price-Mas. Ce qui préoccupait Price-Mas, c'était ce qu'il appelait le parasitisme de l'élite, cette tendance de la bourgeoisie à vivre sur le peuple sans jamais vivre avec lui. Permettez-moi de reprendre cette phrase. Cette tendance de la bourgeoisie à vivre sur le peuple sans jamais vivre avec lui. Comment
peut-on expliquer la distance qui sépare notre élite actuelle de la foule? Que notre élite semble être un organisme étranger, superposé au reste de la nation et vivant par rapport au peuple dans un état équivoque de parasitisme, nous dit Jean Pressmas. L'image est saisissante. L'élite comme organisme étranger, un corps greffé sur la nation qui se nourrit d'elle sans jamais la nourrir en retour. C'est exactement ce que Bourdieu appellerait une violence symbolique, une domination qui se fait passer pour naturelle, alors qu'elle est le produit d'une construction sociale délibérée. Honte, honte, messieurs. Face à cette ségrégation sociale, Pressmas ne se contentait pas de diagnostiquer, il exhortait, il provoquait. Voilà ce qu'il nous dit. Nous sommes prêts à débourser des milliers de gouttes pour organiser des clubs où l'on joue et l'on s'amuse. Et nous nous montrons incapables de faire vivre une bonne revue, de créer des dispensaires, des écoles du soir, de fonder un bon collège. Honte, honte, messieurs, à qui n'a point le courage de se dépenser pour le salut de notre peuple et de notre patrie. Vocation d'élite, page 128. Cette double honte, on imagine la voix qui monte, le poing sur la table, n'est pas rhétorique. C'est un cri moral, presque prophétique. Malheureusement, il n'a pas été entendu. Et c'est précisément ce silence qui explique en partie la forte présence de l'esthétique de la dégradation dans la littérature haïtienne, de Jacques-Stéphane Alexis à Marie-Vieux Chauvet, de Lionel Trouillot à Gary Victor, ces écrivains qui ont fait de la trahison des élites la matière même de leur écriture. La bourgeoisie haïtienne vue de l'intérieur. Ce qu'ils disent eux-mêmes. Les nantis d'Haïti. Pour aller plus loin, je vais donner la parole à la bourgeoisie haïtienne elle-même. Le journaliste Arnaud Robert du journal Le Monde s'est rendu en Haïti et a interviewé des personnalités importantes de cette classe dans un reportage intitulé Les nantis d'Haïti. Ce qu'ils disent, parfois avec une lucidité surprenante, parfois avec une arrogance déconcertante, nous offre un panorama saisissant. Extrait numéro 1. On a décrit les riches haïtiens comme l'élite la plus répugnante du monde parce qu'ils ont délaissé le côté social. Ils ont privilégié leur intérêt et ont abandonné la population. Ils sont responsables de la misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je suis le catalyseur de ce changement. Je vous demande d'identifier, si vous pouvez, l'auteur de cette déclaration, si vous pouvez l'identifier. Je vais lire encore. On a décrit les riches haïtiens comme l'élite la plus répugnante du monde parce qu'ils ont délaissé le côté social, ils ont privilégié leur intérêt et ont abandonné la population. Ils sont responsables de la misère dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Je suis le catalyseur de ce changement. Qui est le catalyseur de ce changement? Ce sont des paroles de campagne électorale. J'allais demander si c'est pas Aristide, non? Non. OK. C'est notre tête calée. Ce sont des paroles de Michel Martelly. Remarquez la dernière phrase. Je suis le catalyseur de ce changement. C'est toute l'ambiguïté de cette élite, capable de diagnostiquer le mal avec précision, mais incapable de sortir de la posture messianique et individualiste. Extrait numéro 2, la sous-traitance. Les industriels haïtiens n'ont pas de vision. Ils se sont toujours arrangés avec les gouvernements successifs depuis Duvalier. Ce que cet interlocuteur décrit, c'est la logique de la colonisation managériale. L'industrie textile concentrée dans la zone franche de Caracol
inauguré en 2012 après le séisme de 2010, a longtemps été présenté comme un levier de développement. Elle a surtout profité aux entreprises étrangères. Extrait numéro 3, la question des origines. Mon grand-père est arrivé sans rien. En créole, on appelait les Arabes les sacs dans le dos, ceux qui n'avaient que leur sac sur le dos. Le pays a toujours été dirigé par les descendants européens. C'est une confession involontaire qui rejoint le diagnostic de Prasmos sur les compartiments étanches de la société haïtienne. Question de monopole, toujours de petites casses qui partagent les richesses du pays entre eux. Une définition nécessaire qui est la bourgeoisie. Qui est la bourgeoisie haïtienne? Comment peut-on définir cette bourgeoisie, ces élites? Par bourgeoisie, désolé, je m'appuie ici sur la définition proposée par la sociologue Catherine P. dans les bourgeoisies des tiers-mondes d'hier à aujourd'hui. Par bourgeoisie, nous entendons les couches sociales qui détiennent et ou contrôlent les entreprises et les groupes économiques les plus importants. Le terme bourgeoisie recouvre par conséquent une très grande variété de situations et de positions. Par exemple, les leaders, les politiciens qui occupent l'appareil étatique sont aussi des bourgeois, sont considérés comme des élites, comme des bourgeois dans le cadre de cette définition. C'est différent de la bourgeoisie européenne ou occidentale. La bourgeoisie postcoloniale, c'est une bourgeoisie administrative. C'est une bourgeoisie administrative qui administre l'État, qui travaille dans le secteur privé. C'est différent de la bourgeoisie occidentale. Cette définition met en lumière la plasticité de la bourgeoisie haïtienne. Elle n'est pas monolithique. Ce qui unit ses membres, c'est moins leur origine que leur position dans les rapports de domination économique. Refusant toute solidarité avec le peuple, elle corrompt l'imaginaire social, embourgeoise et vassalise les femmes et les hommes compétents qui émergent des classes défavorisées. Les intégrant pour mieux les neutraliser. C'est ce que Fanon appelait la bourgeoisie nationale qui trahit sa mission historique pour singer la bourgeoisie métropolitaine. La machine coloniale et ses complices locaux. Pour comprendre la crise des élites haïtiennes, il faut replacer le problème dans un cadre plus large, celui de la colonisation managériale du Sud global. La domination coloniale ne fonctionne pas uniquement par la force militaire, elle fonctionne surtout par la cooptation des élites locales. Ces cadres formés à l'étranger qui reviennent avec dans leur bagage non seulement des diplômes, mais aussi une vision du monde profondément eurocentrique, coloniale. C'est ce que le philosophe péruvien Aníbal Quijano appelle la matrice coloniale du pouvoir. Un système qui colonise les esprits, les institutions et les imaginaires. Je veux dire, ça va au-delà de la question financière. C'est une question de colonisation de l'esprit, des imaginaires. On devient comme un homme ou une femme qui imite tout ce que fait l'Occident. Tout ce que fait les Occidentaux, on imite. On veut être comme les Occidentaux. L'exemple du Chili, la colonisation en costume et cravate. Lorsque Augusto Pinochet prend le pouvoir au Chili par un coup d'État le 11 septembre 1973, il s'entoure des fameux Chicago Boys, des économistes chiliens formés à l'Université de Chicago, sous Milton Friedman, qui impose un programme de choc néolibéral radical. Ce n'est pas un hasard. Les colonialistes forment des élites locales à leur image, qui reviennent ensuite appliquer chez elles des recettes conçues pour d'autres intérêts. Haïti n'est pas étranger à ce processus. Nos cadres aussi sont formés
en majorité à l'extérieur. Quand ils reviennent au pays, ils ont déjà leur agenda. Ils ne veulent pas défendre l'intérêt des Haïtiens, l'intérêt de la nation. La rhétorique de la modernité. Le courant décolonial, représenté par Quijano, Walter Mignolo et Nelson Maldonado Torres, nous avertit. La rhétorique de la modernité ne cesse de se renouveler pour mieux dissimuler la colonialité. On ne parle plus de mission civilisatrice, mais de bonne gouvernance, de développement durable, de démocratie libérale. Le résultat est souvent le même, une domination reconfigurée, plus subtile, mais tout aussi réelle. Au cœur de cette matrice se trouve ce que j'appelle le grand prêtre de la modernité coloniale, notre propre classe managériale qui a intériorisé la supériorité de la modernité occidentale au point de soumettre volontairement sa nation à la volonté des anciens maîtres. La colonisation la plus efficace est celle que les colonisés s'imposent à eux-mêmes. Maintenant, le pouvoir des récits. Qui raconte? Qui est raconté? Le savoir du centre, produit dans les universités du Nord, a longtemps imposé sa lecture du monde comme universelle. Le savoir de la périphérie, nos traditions intellectuelles, nos philosophies endogènes, a été marginalisé ou folklorisé. Mais les récits ne sont pas l'apanage des élites. Ils peuvent aussi devenir des outils de libération pour les coloniser. C'est ce que font nos grands écrivains, comme Aimé Césaire, Frantz Fanon, Édouard Glissant, Lionel Trouillot, Michel Wolfe Trouillot, Jean Price-Mans, en renarrant l'expérience haïtienne depuis l'intérieur, en resituant une parole confisquée. Vers une modernité alternative, construire le plus plurivers par rapport à l'univers. Il faut avoir des plurivers. La question qui se pose est donc la suivante. Comment décoloniser la société haïtienne? La réponse passe par ce que Walter Mignolo appelle la construction d'un plurivers, par opposition à l'univers imposé par la modernité occidentale. Il s'agit de bâtir un espace où chaque culture conserve son identité, tout en s'appropriant à ses propres conditions les apports de la mondialisation. Non pas le rejet du monde, mais une négociation souveraine avec lui. Une négociation souveraine avec lui. Cela suppose de rompre avec les pratiques de mimétisme qui caractérisent nos élites. Jean Passemas appelait cela le bovarisme culturel. Tout ce qui vient de l'étranger est meilleur. Cette tendance à singer les modèles étrangers sans les adapter, à importer des solutions sans les contextualiser, à gouverner pour plaire, pour faire plaisir au regard extérieur, plutôt que pour répondre aux besoins intérieurs de la nation. C'est ce que Price-Mans réclamait en 1919. C'est ce que Fanon exigeait en 1961. C'est ce que Soukar confirmait en 2014. Et c'est ce que la situation d'Haïti en 2026 rend plus urgent que jamais. Conclusion. Rendre Asie sa bouteille. Je vous ai parlé ce soir de Price-Mans et de son cri de honte, 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 messieurs, lancé il y a plus de 100 ans. De Fanon et de la bourgeoisie nationale qui trahit sa mission. De Soukar et de sa lumpen bourgeoisie déconnectée du peuple. De la nécropolitique de Membé et de Mignolo et du plurivers. Tous ces penseurs nous disent la même chose, chacun avec ses mots. La liberté d'Haïti ne viendra pas de l'extérieur. Elle viendra d'une élite
qui accepte enfin de se mettre au service de son peuple, et non l'inverse. Comme dit dans le film, nous savons où est notre bouteille de Coca-Cola. Nous savons ce qu'elle représente. Il nous reste à trouver le courage de marcher jusqu'au bout du monde pour nous en débarrasser et de reconstruire sur les cendres de la trahison une communauté digne de l'héritage du 1er janvier 1804. Merci beaucoup.